Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, le cœur des anciens, le 3e pack du cycle La civilisation oubliée. Et aujourd'hui évidemment, il y a des travaux dehors, donc j'espère que mon micro ne captera pas trop de bruit parasite. Alors, la première carte du pack, c'est Intrépide. C'est une compétence de niveau 0 qui a un icône de volonté. Si ce test de compétence est réussi, ajoutez Intrépide à votre zone de jeu en tant que soutien avec le texte. Vous gagnez plus 1 en intelligence, plus 1 en force et plus 1 en agilité. Force et à la fin du round, défausser Intrépide. Donc, une compétence qui donne un bonus de 1 en volonté. C'est bof. Maintenant, il y a plein de compétences qui donnent 2 ou plus. Ne serait-ce que dans la boîte de base, il y a toutes les compétences qui donnent 2 icônes d'un type, et piocher une carte en cas de réussite, et courage inattendu qui fait 2 icônes libres. Par contre, si vous réussissez le test, vous mettez ça dans la zone de jeu, et ça vous donne plus 1 en intelligence, plus 1 en force, plus 1 en agilité, jusqu'à la fin du round. Alors, les tests de volonté, c'est pas le genre de test qu'on fait le plus fréquemment avec un gardien, le gardien va plutôt combattre. L'exception, ça va peut-être être Caroline Fern. Caroline Fern, c'est un gardien qui n'est pas particulièrement combattant, qui a une volonté de base de 3, qui peut inclure des cartes mystiques niveau 0 et 1. En général, on la joue soit en soutien, soit en enquêterie, soit un petit peu des deux. Et vu ses stats, l'enquête, on va la faire soit l'intelligence avec des cartes chercheurs, soit la volonté avec des cartes mystiques. Donc elle, le bonus de 1 en volonté, ça l'intéressera plus qu'un gardien combattant qui lui voudra des bonus en force. Voilà, ça c'est pour le plus 1 en volonté. Maintenant, posez ça dans sa zone de jeu pour gagner plus 1 dans 3 compétences. Voilà. Eh bien, c'est sûr que c'est toujours un bonus intéressant, sauf que un bonus dans 3 compétences différentes, ça veut dire qu'on va vouloir faire 3 choses différentes pour l'optimiser. Or, il y a une assez grande probabilité, en multi par exemple, le gardien il est assez possible qu'il passe son tour à combattre. Soit l'ennemi qui engage avec lui, soit l'ennemi qui engage avec l'autre. Éventuellement, c'est un ennemi qui veut pas combattre, surtout là dans le cycle La civilisation oubliée, il y a des ennemis que vous essayez d'esquiver. Et ben là, vous avez besoin de l'agilité, mais pas du combat. Et éventuellement vous l'enquêtez, vous aurez besoin du plus 1 en intelligence, mais vous ne vous préoccupez pas des 2 autres caractéristiques. Donc avoir plus 1 dans chacune des 3, on va rarement réussir à l'optimiser. Ou alors faut vraiment des circonstances particulières, du genre vous faites une enquête à l'intelligence, dans le sens inverse, vous utilisez interroger pour enquêter avec la force, puis 2e action, vous tuez l'ennemi, puis 3e action, vous enquêtez à l'intelligence. Mais ça devient très hypothétique. Évidemment, comme le bonus, il est... Le bonus, il dure tout le round. Donc plus vous le jouez tôt, mieux c'est. Donc c'est une carte qu'on va vouloir attribuer le plus tôt possible dans le round, si possible lors de la phase de mythe. Mais encore une fois, si vous utilisez ça pendant la phase de mid, vous avez courage inattendu, vous avez, je me souviens jamais de cran, oui c'est ça, cran, courage inattendu, vous avez éventuellement prendre l'initiative, vous avez plein d'autres compétences plus intéressantes. Du coup, moi Intrépide, je pense que je ne l'ai jamais inclus dans un deck. Ah, oui, j'aurais dû réviser tôt. Il y a quand même un cas un petit peu particulier, Éclipse sanglante. C'est un événement de niveau 3, coûte 1, qui est sort et esprit. Subissez jusqu'à 3 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Combat, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 1 en volonté et infligez plus 1 dégât pour cette attaque pour chaque dégât subi en tant que coup de cette carte. Coup pour cette carte, je pense. Bon. Donc là, c'est une carte particulière, c'est du combat à la volonté pour les gardiens. Bon, il faut que le gardien accepte de se blesser, mais ça va avoir des avantages contre certains ennemis, puis même ça fait jusqu'à
jusqu'à 4 dégâts potentiellement en une attaque, et là, éventuellement, vous rajoutez un +1 en volonté. Mais même chose, vous rajoutez le +1 en volonté, ça réussit, maintenant vous avez +1 dans chacune des 3 autres caractéristiques. Est-ce que vous en avez besoin? Peut-être du combat pour finir l'ennemi, peut-être de l'intelligence pour enquêter maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis. Ouais. Non, je trouve que la carte, il y a beaucoup trop... Si vous l'utilisez à son maximum, c'est bien, mais c'est beaucoup trop circonstanciel pour que je songe à l'inclure. Deuxième carte du pack, munitions personnalisées, c'est un événement de niveau 3 qui coûte 3, qui a les traits amélioration, ravitaillement et béni, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu, placez 2 munitions sur ce soutien, limite de 1 par soutien. Les attaques effectuées avec le soutien attaché infligent +1 dégâts contre les ennemis monstres. Alors, j'en ai déjà parlé de cette carte en liaison avec je sais plus quelle carte. Ça doit être avec la carte bien entretenue. Alors, niveau 3, bon, c'est pas accessible à tout le monde, ça coûte 3, c'est cher, ça rajoute que 2 munitions, c'est pas beaucoup de munitions pour 3. Pour 4, contrebande, ça double. Si vous prenez l'exemple du du 45 automatique, le 45 automatique, de mémoire il y a 4 munitions sur une arme qui coûte 4, avec contrebande pour 4 vous doublez, donc pour 4 vous rajoutez 4 munitions. Là, pour 3 vous en rajoutez que 2. Par contre, contrebande, vous mettez 4 munitions qui vont chacune faire 2 dégâts si vous réussissez l'attaque. Avec munitions personnalisées, vous en rajoutez 2, et maintenant, chaque attaque réussie avec le soutien attaché inflige +1 dégât contre les ennemis monstres. Donc chaque munition, les 2 que vous rajoutez et toutes celles qui restent, infligent 2 ou 3 dégâts selon selon si l'ennemi est monstre ou pas. Cette carte-là, évidemment, c'est intéressant avec toutes les armes. Par rapport à munitions supplémentaires. Munitions supplémentaires, c'était niveau 1, ça coûtait 2 et ça mettait 3 munitions. Donc, munitions supplémentaires, 3 munitions pour 2. Là, c'est 2 munitions pour 3. Et c'est 3 PV au lieu d'1. 3 XP, je veux dire. Évidemment, pour un soutien qui a... Si on compte uniquement le nombre de munitions supplémentaires, c'est plus intéressant. Contrebande, c'est plus intéressant avec les armes qui ont plein de munitions. Comme par exemple le bar M1918. Mais avec munitions personnalisées, on a l'avantage du +1 dégât. Alors, faire les dégâts 3 par 3, c'est toujours très intéressant. On a ce problème-là, l'attaque de base, elle inflige 1 dégât. Les attaques qu'on recherche sont celles qui font 2 dégâts, mais il y a quand même pas mal de monstres qui ont 3 points de vie. Et dans le cas d'une arme à munitions, ou à charge pour les mystiques, ce 3e point de vie, il gêne parce qu'il fait perdre une charge ou une munition qui aurait pu faire 2 dégâts à un autre ennemi. Là, tant que vous combattez les monstres, vous infligez des dégâts 3 par 3. Il n'y a pas de limite d'utilisation. Vous jouez ça sur un 45 automatique qui a toujours ses 4 balles. Maintenant, il y a 6 balles. Et vous pouvez faire vos 3 actions tirer 3 fois. Si vous arrivez à vous donner des actions supplémentaires, vous pouvez potentiellement utiliser les 6 balles en un tour. Si vous jouez... Non, j'ai pas d'exemple en tête. Je crois avec le badge de police, il faudrait que je vérifie. Voilà. Il y a aussi un avantage. Je vais pas détailler là, parce que j'ai déjà bien détaillé dans une autre vidéo. Comme c'est une amélioration que c'est attaché à l'arme, vous pouvez combiner avec bien entretenu. Vous avez votre arme, allez, restons sur l'exemple du 45 automatique, vous avez munitions personnalisées qui est attachée dessus, vous avez bien entretenu qui est attaché dessus, quand il n'y a plus de munitions, vous vous débrouillez pour défausser, vous remontez dans votre main le 45 automatique et munitions personnalisées, vous rejouez. Bon, ça fait cher en ressources, mais bon. Donc comme j'en avais bien parlé déjà, j'essaierai de penser à mettre un lien, quelque part. Je vais parler d'une arme qui est plus récente, Becky, la Marlin modèle 1894 personnalisée de Tommy Muldoon. Alors bon, la carte n'est pas encore traduite.
c'est la carte signature de Tommy Muldoon, le gardien du dernier pack, les dévoreurs de rêves. Alors son arme c'est quoi? C'est un soutien qui coûte 2, qui occupe les 2 mains. Objet, arme, arme à feu. Chaque ressource gagnée par la réaction de Tommy Muldoon peut à la place être placée sur Becky comme munition. Action, dépenser munitions, combattre, vous gagnez plus en force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Alors bon, la réaction de Tommy Muldoon, je vais pas la détailler là, mais je vais pas entrer en détail là, mais quand un de ses soutiens qui a de la vie ou de la santé mentale est vaincu, pour chaque dégât et ou horreur sur le soutien, il gagne une ressource. Et quand il a Becky en jeu à la place, il peut, au lieu de gagner des ressources, il peut mettre des munitions dessus. Donc quelque part, il a une arme qui se recharge en continu tant que ses soutiens sont vaincus. Donc ça va être une arme qui va avoir beaucoup de munitions, que 2 quand elle arrive en jeu, mais elle va être rechargée. Si vous avez aventurier en jeu, pareil, vous pouvez la recharger. Vous jouez munitions personnalisées dessus. Déjà, elle passe immédiatement de 2 à 4 munitions, et elle a son plus 1, dégâts contre les monstres. Sachant que c'est déjà une arme qui donne plus d'enforce, et le plus 1 dégâts classique. Donc vous vous retrouvez avec une arme qui fait plus de force, plus 1 dégât contre tous les ennemis, plus 1 dégât additionnel contre tous les monstres, et une capacité de l'investigateur qui l'utilise qui fait que probablement vous ne serez jamais à court de munitions, si vous jouez ça à fond. Ouais, bon, j'avais fait une recherche sur toutes les armes à feu, donc gardien, le vieux fusil de chasse chez les survivants, puis des armes truands. Les Colt 1911 de détective de Joe Diamond, mais lui il peut pas inclure munitions personnalisées, faudrait que quelqu'un d'autre le joue sur ses Colt. Le Fidèle 38 de Finn, même remarque. Les 45 jumeaux de Jenny, même remarque. Oula. Ah, je suis en train de... Ça va, j'ai pas perdu mon enregistrement, malgré le plantage. Voilà, alors, carte suivante, carte chercheur. La boussole surnaturelle. C'est un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, qui a 2 icônes d'intelligence, qui a les traits objet et relique. Action, incliner la boussole surnaturelle, enquêter. Votre lieu perd moins X de valeur occulte pour cette enquête. X est le nombre de lieux révélés connexes à votre lieu. Alors, c'est un objet qui va vous aider à faire vos enquêtes en diminuant la valeur occulte des lieux. Intéressant chercheur. Il faut l'incliner, donc c'est utilisable une seule fois par tour. Bon, c'est pas gênant, il faudra prévoir d'autres moyens de booster vos autres enquêtes. Moi je reste sur la même idée. Typiquement, un tour, on fait 2 actions pour faire avancer le scénario, combattre ou enquêter, et une action autre. Souvent un déplacement, ou le gain d'une ressource, ou la pioche d'une carte, ou tout simplement la pose d'une carte. Donc boussole surnaturelle, vous l'utilisez pour une enquête, et ben votre deuxième enquête, vous la faites avec autre chose. Ça diminue de X la valeur occulte du lieu. X est le nombre de lieux révélés connexes à votre lieu. Nombre de lieux connexes, ça serait pas un problème là, le problème c'est révéler. Toujours la même chose que je dis. En solo, on entre dans un lieu, on le finit, entre guillemets, on s'en occupe, on fait ce qu'on pense savoir y faire, et on passe au suivant. En duo, en général, on reste quand même groupé. Enfin, en tout cas, moi, tel que je joue, vous pouvez choisir de jouer 2 investigateurs polyvalents, moi je joue plutôt 2 spécialistes. Donc le spécialiste de l'enquête fait ses enquêtes, pendant ce temps-là, le spécialiste du combat le protège. Donc pareil, on va dans un lieu, on le finit, on va dans le lieu suivant, on le finit. À partir de 3, donc à 3 ou 4, éventuellement, là il y a plus de dispersion. Mais ça veut dire que dans beaucoup de situations de jeu, il n'y aura pas trop de lieux révélés. Vous commencez la partie, il n'y a aucun lieu révélé à part celui où vous êtes. Donc la boussole surnaturelle vous sert à rien. Vous allez dans le deuxième lieu, il est connecté au premier lieu, ça vous fait un -1. Si vous êtes à un embranchement, on va dire un Y, vous venez de la première branche, vous arrivez à l'intersection, il y a un lieu révélé connexe. Vous entrez dans la deuxième branche, il y a un seul lieu connexe, l'intersection. Vous revenez dans l'intersection, il y a 2 lieux connexes révélés. Ok, mais vous êtes peut-être occupé de l'intersection quand vous y étiez. Bon, peut-être pas si vous avez la boussole surnaturelle, mais
je sais pas, vous êtes là une première fois, vous n'êtes pas forcément sûr de l'endroit où vous allez aller après, tant que vous y êtes, vous prenez les indices. Et quand vous entrez dans la troisième branche, pareil, un seul lieu connexe révélé. Par contre, si vous jouez à 3 ou 4 investigateurs, dans ce cas-là, oui, tout le monde va dans l'intersection, dans l'embranchement, en venant de la branche 1, il y a quelqu'un qui va dans la branche 2, quelqu'un qui va dans la branche 3, et maintenant, à l'intersection, votre boussole surnaturelle diminue la valeur occulte de 3. Mais si on compare, la lampe torche, c'est toujours -2 de valeur occulte pour l'enquête. Par contre, il n'y a que 3 utilisations. Lampe torche, 3 utilisations sur toute la partie, enfin avec la carte, à moins de la recharger, mais à chaque fois c'est -2, et vous pouvez faire ça 3 fois de suite dans votre tour. La boussole occulte, la boussole surnaturelle, pardon, ça sera qu'une seule fois par tour, ça sera une valeur variable, la plupart du temps ça sera -1, parfois ça sera -2, ça sera rarement -3, à moins d'être à 3 ou 4 et de jouer la dispersion des investigateurs, mais par contre ça sera utilisable sur l'ensemble de la partie. Donc ça semble être de l'appoint. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme unique solution. À noter, pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la carte bien préparée, c'est un soutien de niveau 2, qui coûte 2, qui est gardien. Action rapide inclinée bien préparée, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. La boussole surnaturelle a 2 icônes d'intelligence, bien préparée, vous permet donc de gagner plus en intelligence, quand vous faites un test d'intelligence. Donc, si vous avez les 2 soutiens en jeu, première action, vous entrez dans un lieu, deuxième action, vous utilisez boussole surnaturelle, par exemple, pour diminuer, vous l'utilisez pour diminuer la valeur occulte du lieu, mettons que c'est -1. Troisième action, vous utilisez bien préparé, vous donnez plus en intelligence pour une deuxième enquête. Vu les niveaux des 2 cartes, ça veut dire que cette combinaison pourra être utilisable par Roland Banks, qui est gardien avec accès aux cartes chercheurs de niveau 0 à 2, et Joe Diamond, qui est chercheur et qui a accès aux cartes gardiens de niveau 0 à 2. Donc Roland Banks, il fera la première enquête avec une intelligence de 3 et une valeur occulte diminuée de 1, et une deuxième enquête avec une intelligence de 5. Joe Diamond, il fera la première enquête avec une intelligence de 4 et une valeur occulte diminuée de 1, et une deuxième enquête avec une intelligence de 6. À noter, comme je le montrais, c'est peut-être un bien grand terme, mais comme je l'indiquais dans la vidéo sur la construction de deck Minty Fan solo, en solo, beaucoup de lieux n'ont qu'un seul indice. Ouais, je regarde la table de jeu qui est disposée à côté de moi. Oui, la plupart des lieux, il y a un seul indice. Soit que ça soit un seul indice, point, soit que ça soit un indice par investigateur, mais là vous êtes en solo. De temps en temps, il y a un lieu avec 2 indices, et il est possible que dans le scénario, il y ait un lieu à vider, ou un lieu dans lequel tenir le plus longtemps possible, et là il y aura éventuellement 3 indices. Mais ces 2 investigateurs-là, si vous les jouez en solo, là pour le coup, compte tenu de la présence possible de bien préparé, là je pense que vous pouvez utiliser la boussole surnaturelle comme principal soutien qui vous aide à l'enquête. Et là, si vous avez à faire une seule enquête dans votre tour, vous pouvez combiner les 2. Bien préparé vous donne plus en intelligence, et la boussole surnaturelle diminue de 1 ou 2 la valeur occulte du lieu. Et les 2 ont 3 et 4 d'intelligence qui est moyen et bien, respectivement. Voilà. Sachant que je dise pas de bêtises. Oui. Je sais pas si j'ai beaucoup joué Roland Banks depuis que j'ai acheté ce pack. Je ne pense pas. En plus de ça, bien préparé. Ouais, ça revient en même. Boussole surnaturelle est bien préparée. Je les ai eu relativement récemment. J'ai pas eu le temps de creuser. Mais si je joue l'un des 2 en solo, je pense que j'essaierai cette combinaison-là. Surtout que par exemple, si je donne à l'investigateur le Colt 32 niveau 2 de la boîte Le Retour de Carcosa que je viens d'acheter,
et ben le Colt 32 de niveau 2 a 2 icônes de force. Donc là, bien préparé, quand vous avez besoin de combattre, paf, plus 2 en force sans rien dépenser. Quand vous avez besoin d'enquêter, plus 2 en intelligence sans avoir à dépenser de cartes ou de ressources. Donc ça ressemble quand même à une base solide de deck polyvalent en solo. Allez, je pense que tout a été dit sur cette carte-là. Carte suivante. Révéler le point faible de niveau 3, c'est un événement qui coûte 0. Un icône d'intelligence, un icône de force, un icône libre. Perspicacité. Rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur action rapide. Choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur de combat de cet ennemi. En cas de réussite, considérez la valeur de combat de cet ennemi comme étant 0 lors de la prochaine attaque effectuée contre lui cette phase. Piochez une carte. Dans le pack aux frontières du visible, on avait la carte de niveau 1, qui avait un deuxième icône de force au lieu de l'icône libre, et qui diminuait la valeur de combat de 1 par point de réussite du test. Du coup, prenons un ennemi qui a une valeur de combat de 4. Avec révéler le point faible de niveau 1, vous devez faire un test d'intelligence de difficulté 4. Si vous réussissez, le test sans marge. La carte ne fait rien. Si vous obtenez 5, vous réussissez de 1. La valeur de combat est diminuée de 1, elle passe à 3. Vous faites 6, elle passe à 2. Vous faites 7, elle passe à 1. Et vous faites 8, elle passe à 0. Réussir un test après modification, obtenir une valeur de compétence de 8 en intelligence, même pour un chercheur, c'est énorme. Ça demandera beaucoup trop de boost. Vous partez d'une valeur de base de 4, vous avez peut-être Milan Christopher qui vous met à 5, vous jouez Perception, ça vous fait 7, vous allez payer 2 avec Études supérieures, ça vous fait passer à 11, et là, vous pouvez avoir votre 8, même après avoir pioché le moins 3, mais bon, ça demande beaucoup trop d'investissement. Alors que le niveau 3, il suffit de réussir le test pour que la valeur passe à 0. Niveau 1, vous devez atteindre 8 pour que la valeur de combat passe de 4 à 0. Niveau 3, vous devez atteindre 4 pour que la valeur de combat passe de 4 à 0. C'est largement plus facile, c'est faisable. Donc, à partir du moment où vous réussissez, vous savez que la valeur de combat tombe à 0. Et ça veut dire que lors de la prochaine attaque, la difficulté de l'action est de 0. Et, encore une fois, quand la difficulté est de 0, la seule façon d'échouer, c'est en piochant l'échec automatique. Donc l'attaque sera réussie, 14 fois sur 15. Ça peut aussi permettre des combos. Par exemple, avec le fusil de chasse de la boîte de base, un soutien de niveau 4 qui coûte 5, qui occupe les 2 mains, qui a que 2 munitions. Dépenser munitions combattre, vous gagnez plus 3 en force pour cette attaque. Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 5. En cas d'échec, il devra infliger des dégâts à un autre investigateur. Cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point manquant, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 5. Donc, vous faites une attaque à force plus 3, mettons que vous partez de 4. Vous avez un petit bonus quelque part, ça vous fait 5, plus 3 ça fait 8. Vous faites une attaque à 8 contre 0. À la limite, le fait que vous fassiez l'attaque à 8, c'est même pas important, vous n'avez pas besoin de booster. Vu l'écart, si vous piochez pas l'échec automatique, vous faites vos 5 points de dégâts en une seule attaque. Bon, par contre, révéler le point faible, ça marche que pour une attaque. Donc si vous voulez utiliser la deuxième munition du fusil de chasse, il faudra que le chercheur utilise un deuxième révéler le point faible, ou qu'il le copie avec mémoire eidétique. Voilà. Alors encore une fois, le shotgun fait 5 dégâts d'un coup. Si vous avez utilisé en plus kit ou double, par exemple avec Léo Anderson, la difficulté est doublée, elle reste à 0, et l'effet est doublé en cas de réussite, donc ça ferait 10 dégâts en une attaque. Mais c'est une combo en 3 cartes, ça nécessite 2 tests successifs. Bon, c'est pas génial, mais c'est amusant. Ah oui, depuis la dernière fois que j'avais parlé de cette combo, est sortie la Thompson 45 Truand de niveau 3, donc un soutien qui occupe les 2 mains, qui a 5 munitions.
action, dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence d'au moins X, vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu, X étant la valeur de combat de cet ennemi. Du coup, comme vous faites passer la valeur de combat d'un ennemi à 0, partons du principe que vous ne piochez pas l'échec automatique, votre attaque est réussie. Elle est réussie de votre force plus 2. Du coup, vous pouvez dépenser une deuxième munition et infliger les dégâts de l'attaque à un autre ennemi dans le lieu qui a X, donc force plus 2, valeur de combat. Mettons que dans votre lieu, vous avez un ennemi qui a force 4, enfin une valeur de combat de 4, l'autre qui a une valeur de combat de 6. Vous avez une valeur de combat de 4. Le chercheur passe la valeur de combat du premier ennemi de 4 à 0. Il choisit celui-là parce que sur l'autre, il faudrait faire un test de valeur 6, enfin de difficulté 6. Vous attaquez à la Thompson. Il vous suffit de ne pas piocher l'échec automatique. Vous réussissez. Vous avez une force 4. La Thompson vous donne plus 2. Vous avez donc réussi avec une différence de 6. Vous dépensez une munition. Vous infligez les dégâts de l'attaque à l'autre ennemi. En plus, vous avez réussi une attaque sur le premier ennemi et vous avez infligé des dégâts au deuxième ennemi comme si vous aviez réussi une attaque contre lui. Éventuellement, si vous avez les cartes qu'il faut en main, vous allez jouer un coup vicieux qui augmentera de 1 les dégâts. Donc ça sera une attaque à 3 dégâts. Éventuellement, vous jouez même un coup vicieux de niveau 2. Comme vous réussissez de 6, vous infligez 2 dégâts additionnels. Donc vous faites une attaque à 4 dégâts et sur le premier ennemi et à 4 dégâts sur le deuxième ennemi. Voilà, donc là c'est quand même puissant. Bon, je trouve cette combo beaucoup plus intéressante que celle avec le fusil à pompe, le fusil de chasse, mais bon, ça reste pareil, hein, il faut 2 investigateurs, il faut 3 cartes, il faut pas piocher d'échec automatique, et il faut avoir réussi le premier test pour amener la valeur de combat à 0, mais quand ça marche, c'est très satisfaisant. Et il faudrait que je vérifie un petit peu. Oui, si vous jouez porte-flingue, porte-flingue, ça ferait 1 dégât supplémentaire, mais c'est pas considéré comme dégât de l'attaque, donc ça ferait pas plus 1 à chacun des deux. Mais donc voilà, révéler le point faible de niveau 3, c'est intéressant. Oui, j'ai oublié de rappeler, une fois que vous avez joué cette carte, vous piochez une carte. Donc vous la remplacez dans votre main en quelque sorte. Ça vous coûte pas de ressources, ça vous coûte pas d'action et c'est remplacé dans votre main. La carte a un effet sympathique, mais il faudra vraiment avoir une attaque extrêmement puissante pour que moi j'ai envie d'utiliser cette carte-là qui m'a quand même coûté 3 expériences à mettre dans mon deck. Alors à noter aussi, oui, là je parlais de possibilité de combo quand il y a 2 investigateurs, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça sur un autre investigateur. Donc le chercheur il peut faire ça avant de jouer j'ai un plan. Il diminue la valeur de combat de l'ennemi. Ennemi, je suis en train de vérifier qui peut être élite. Il n'y a pas marqué non élite, ça peut être un ennemi élite. Vous boostez bien votre valeur d'intelligence. Vous jouez révéler le point faible pour ne pas rater. Enfin, vous boostez bien pour ne pas rater. Vous jouez la carte, vous réussissez. Votre ennemi a une valeur de combat de 0. Maintenant, vous payez 3, vous jouez j'ai un plan. Vous combattez à l'intelligence, vous en foutez, vous avez réduit sa valeur de combat à 0. Plus 1 dégât pour chaque indice que vous possédez jusqu'à un maximum de 3 dégâts. Vous pouvez faire une attaque à 4 dégâts. Si vous jouez en solo, je regardais ma table de jeu, j'ai pas la carte sous les yeux, mais il me semble que le boss du scénario que je viens de finir a 4 points de vie par investigateur. Un ennemi a 4 points de vie 4 points de vie pour un ennemi entre guillemets lambda, je reprends. Plus de 4 points de vie pour un ennemi lambda, c'est pas fréquent. Et même pour un monstre de fin de scénario, il n'a pas forcément plus de 4 points de vie par investigateur. Donc en solo, 4 points de vie. Donc si vous arrivez à garder les 2 cartes en main jusqu'à la fin du scénario, il suffit qu'à côté vous ayez un petit quelque chose qui file des dégâts automatiques. Je sais pas, mettons Alice Luxley si vous jouez Joe Diamond. Ou maintenant il y a
comment ça s'appelle, le lexique occulte qui vient de sortir, qui permet de faire des dégâts directs sans test. Ben voilà, la combinaison des deux vous fait tuer en une ou deux actions l'ennemi de fin de scénario. Passons maintenant aux cartes truands. Lolas Santiago. Alors Lolas Santiago, l'archéologue sensé, c'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié et voyageur. Vous gagnez +1 en intelligence et +1 en agilité. Action rapide, inclinez Lolas Santiago et dépensez X ressources. Découvrez un indice dans votre lieu, X est la valeur occulte de votre lieu. Cette carte est géniale. Ah oui, j'ai oublié de préciser, 2 icônes d'intelligence. Mais je trouve cette carte géniale. +1 d'intelligence, ça vous aide en enquête. +1 en agilité, ça vous aide notamment à échapper aux ennemis, mais aussi à réussir certains tests du deck de rencontre. Donc un boost pour, on va dire, la part active du scénario, l'avancée, la recherche d'indices pour avancer, et un boost pour de la défense contre le deck de rencontre. Déjà, ça c'est bien. Et ensuite, une fois par tour, vu qu'il faut l'incliner, vous pouvez trouver un indice dans votre lieu, sans test, quelle que soit la valeur occulte du lieu, il vous suffit de payer assez. C'est une carte truand. Votre truand, il y a de bonnes chances pour qu'il soit riche. Du coup, dans un lieu à valeur occulte 1, bon, c'est anecdotique, 1. 2, ça va. 3 ressources, bon, ça commence à faire un petit peu. 4, 5 ou 6, c'est toujours envisageable, hein, mais il faudra avoir des solutions pour gagner plein de ressources. Peut-être par exemple Preston Fairmont, ou un truand qui a des combos de gains de ressources. Du genre jour de paix, plus sursis, plus un atout dans la manche, tout ça. À noter, vous jouez un truand, vous lui faites faire des enquêtes, a priori vous lui mettez outil de crochetage. Outil de crochetage, c'est de l'enquête à intelligence plus agilité. Lolas Santiago vous donne +1 de chaque, donc elle vous fait enquêter, elle vous donne un bonus de 2 quand vous enquêtez avec les outils de crochetage. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, il y a bien marqué la valeur occulte du lieu. Il n'y a pas marqué la valeur occulte imprimée du lieu. Donc, toute carte qui joue sur la valeur occulte de votre lieu jouera sur le coup pour trouver un indice avec Lolas Santiago. Alors, je les ai sortis, je devrais pouvoir tout caler sur une seule page, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la boussole surnaturelle en chercheur, j'en ai parlé un peu avant. Vision ésotérique. Tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd -2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour. Donc, l'investigateur qui joue vision ésotérique, qui a vision ésotérique en jeu, il dépense une charge, le lieu a -2 de valeur occulte, -2 de valeur occulte jusqu'à la fin du tour du truand. Donc le truand il fait une enquête plus facilement et ça lui coûte 2 de moins pour trouver un deuxième indice automatiquement avec Lolas Santiago. Position avantageuse, rapide à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd 1 de valeur occulte, vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu. Le truand entre dans un lieu, le chercheur joue position avantageuse, -1 de valeur occulte pendant tout le tour, et un indice supplémentaire. Mettons que c'est un lieu avec un seul indice, on en rajoute un deuxième, le premier est trouvé plus facilement grâce au -1 de valeur occulte, et Lolas Santiago vous payez pour récupérer le deuxième avec Lolas Santiago, vous avez une réduction de -1 parce qu'il y a -1 de valeur occulte. La lanterne, action enquêter, votre lieu perd 1 de valeur occulte pour cette enquête. L'effet de Lolas Santiago, vous pouvez le jouer dans n'importe quelle fenêtre d'action rapide, y compris lors d'une action d'enquête. Vous initiez votre action d'enquête, à un moment donné, faudrait regarder le tableau, le descriptif dans le guide de référence, il y a une fenêtre d'action rapide, à ce moment-là, vous jouez Lolas Santiago, ça vous coûte 1 de moins. Ça vous coûte 1 de moins que si vous aviez fait l'effet de Lolas Santiago sans utiliser la lanterne. Faire avec les moyens du bord, le lieu perd 1 de valeur occulte, même remarque que pour lanterne. La clé squelette,
vous fixez la valeur recul du lieu à 1, et donc le coût de l'indice à 1, et lampe torche, bon, même remarque que pour lanterne, hein. Vous voilà. À noter que moi, quand je fais un deck de truand qui va vouloir beaucoup enquêter, en début de campagne, je mets dans le deck Dario Elamine. Dario Elamine, il vous donne plus en volonté, plus en intelligence, tant que vous avez 10 ressources. Et il vous permet d'en gagner. Donc il vous fera un bonus en intelligence conditionnelle. Quand vous avez assez d'XP, vous remplacez Dario Elamine par Lola Santiago, qui vous donne un bonus d'intelligence non conditionnel. Bon, par contre, Dario Elamine vous fait gagner des ressources, Lola Santiago vous en coûte. Allez, deuxième redémarrage d'ordi depuis le début de l'enregistrement. Bon, voilà, je pense que j'avais fini de parler de ça. Carte mystique, Olive McBride. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, qui a 1 point de vie, 3 points de santé mentale, qui a les traits allié et sorcier. Réaction. Quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive McBride, révélez 3 pions KO au lieu de 1. Choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Encore une carte que j'ai l'impression d'avoir analysée en long et en large et en travers. J'essaierai de remettre les liens, enfin j'essaierai d'y penser en tout cas. J'essaierai de penser à remettre les liens vers la vidéo de Man Fomling, la chaîne The Whisperer in Darkness, pour les analyses statistiques. Mais si je résume, vous résolvez 2 jetons parmi 3 au lieu d'1. Ça va vous aider pour les tests pas trop durs. Faudrait que je revérifie, mais de mémoire, pour la plupart des investigateurs, là où c'est le plus fort, c'est quand vous êtes à 1 en dessous de la difficulté du test. C'est notamment lié au fait que vous avez plus de chances de pouvoir appliquer votre signe des anciens. En plus de ça, si vous appliquez le signe des anciens, il se peut qu'il y ait un effet fortement intéressant. En dehors du plus 1 ou plus 2 du signe, du modificateur. Pour Père Mathéo, c'est beaucoup plus intéressant parce que pour lui, le signe des anciens, c'est une réussite automatique. Olive McBride, elle augmente fortement les chances qu'a Père Mathéo de réussir à un test qui est, auquel il ne peut réussir qu'avec son signe des anciens. Par contre, pour beaucoup de tests et beaucoup d'investigateurs, la plupart du temps, ça n'apportera rien. Voilà. Je pense que la vidéo dans laquelle j'en ai le plus parlé, c'est la vidéo dans laquelle je parlais de Père Mathéo, justement. Donc, je vous invite à aller la voir. Parce que Olive McBride, à moins qu'un jour je fasse une vidéo spécifiquement sur les statistiques de pioche, de repioche, les choix parmi, 2 parmi 3, 1 parmi 5. Mais bon, pour ça, il faudrait que, je revois un peu les stats, parce que moi, les formules, je m'embrouille un peu dans certaines. L'implication de repioche, par repioche, sur les probabilités. Et il faudrait que je fasse ma feuille de calcul et que j'ai le temps et l'envie d'y consacrer une vidéo. Oui, donc j'avais mis Père Mathéo. Bon. Carte suivante. Défiance de niveau 2. C'est une compétence avec un icône libre. On avait déjà défiance de niveau 0 dans Du sang sur l'autel. Alors le niveau 0, avant de révéler un pion KO pour ce test, choisissez l'un des symboles suivants. Crâne, cultiste, tablette ou tentacule. Ignorez les effets du symbole choisi lors de ce test. Modificateur compris. Donc vous faites un test. Vous devez nommer un de ces 4 symboles-là. Si vous piochez ce symbole, vous ignorez tout. Le modificateur et le malus. Sachant que ces symboles-là, vous allez en avoir 1 ou 2 dans votre sac sur 13 à 16 jetons. Allez, on va dire 2 sur 14. Bon, vous avez une chance sur 7. C'est pas très favorable. Par contre, on peut voir les choses autrement. Sur les 15 jetons, vous avez l'échec automatique. Bon, là c'est automatique, vous pouvez pas y couper. Il vous reste 14 jetons. Il est possible que un de ces symboles-là soit le seul jeton parmi les 14 qui vous fasse rater votre test. Dans ce cas-là, vous jouez de défiance, vous nommez ce jeton. Si vous piochez n'importe quoi d'autre, le test est réussi. Si vous piochez ce jeton, comme vous l'annulez, le test est réussi aussi. Donc si on voit les choses autrement, il est possible
que 2 jetons vous fassent échouer, l'échec automatique et un de ces symboles, vous jouez défiance, vous nommez le symbole, il n'y a plus qu'un jeton qui peut vous faire échouer. Vous avez divisé par 2 vos risques d'échec. Maintenant, défiance, je m'emballais sur le niveau 0, mais là on parle du niveau 2. Défiance de niveau 2, vous ignorez les effets de tous les symboles, crâne, cultiste, tablette et tentacule du test. Vous n'avez pas nommé, vous ignorez tout ça. Donc tous ces symboles-là, on va dire qu'il y en a 5, 6 sur 15. Ça vous fait quand même un tiers des jetons que vous ignorez. Alors que vous êtes donné un plus 1. Donc si vous êtes à 3 au-dessus de la difficulté, vous échouez toujours à cause de l'échec automatique. Vous échouez plus à cause du moins 4, parce que maintenant vous êtes à 4 au-dessus. Et vous ignorez tous ces jetons-là, qui, une fois encore, en général ont des malus non négligeables. Enfin, typiquement tentacules ou choses anciennes, je sais jamais comment il faut appeler ça. Souvent ça vous met des moins 3, moins 5, il me semble. Et beaucoup de ces jetons-là ont des effets du genre, si vous échouez, mettez une fatalité en jeu, si vous échouez, prenez un dégât, si vous échouez, prenez une blessure. Là, vous évitez aussi ce problème. Prémonition, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 0, trait augure, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur, action rapide. Mettez en jeu prémonition, révélez un pion KO pris au hasard dans la réserve du KO et scellez-le sur prémonition. Forcé, quand un pion KO devrait être révélé de la réserve du KO, résolvez le pion KO scellé ici comme s'il venait d'être révélé de la réserve du KO à la place. Ensuite, défaussez prémonition. Donc, cette carte-là vous permet de savoir quel sera le prochain jeton, quel sera le prochain pion KO que vous révélerez. Cette carte-là, elle est utile si vous jouez des cartes qui ont un effet très positif ou très négatif pour certains types de jetons. Je cite toujours l'exemple, évidemment je ne l'ai pas préparé. Bon, encore une fois, cette carte, j'en ai beaucoup parlé quand je parlais de Père Mathéo. Si vous jouez Chant des Morts. Chant des Morts, c'est un sort qui a 5 charges. Combattre, vous combattez à volonté plus 1. Si vous révélez un symbole crâne, vous infligez plus de dégâts. Si vous avez un mystique spécialisé en combat, qu'il a le flétrissement et le Chant des Morts en jeu, quand il attaque avec Chant des Morts, il veut révéler des crânes pour faire 3 dégâts en une attaque. Par contre, s'il révèle le crâne quand il joue flétrissement, quand il utilise flétrissement, il se prend une horreur. Si vous jouez prémonition, vous sortez un jeton. Si ce jeton est un crâne, vous faites votre attaque avec Chant des Morts. Si c'est flétrissement, si c'est autre chose que le crâne, vous attaquez avec flétrissement. Ça c'est l'exemple le plus évident, mais ça va aussi vous servir pour ne pas dépenser une action si vous réalisez qu'elle va rater. Notamment si ça utilise des charges. Vous êtes engagé avec un ennemi, vous jouez prémonition, vous sortez l'échec automatique, vous savez que vous ne devez pas l'attaquer avec flétrissement parce que vous perdriez une charge. À la place, vous faites une tentative d'évasion, elle est ratée à cause de l'échec automatique. Bon, il se passe rien si votre ennemi n'a pas alerte. Et maintenant, vous utilisez flétrissement et là, vous voyez ce que vous piochez dans le sac. Bon, c'est pas une carte que moi j'ai utilisée jusqu'à présent. Carte survivant, apprendre de ses erreurs, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 0, qui est un icône libre, trait esprit, donc il peut entrer dans un deck Calvin White, il y a déjà accès. Rapide, à jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine, après avoir résolu tous les effets induits par l'échec du test, effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test. Alors ça fait un peu penser à Chanceux, qui coûte 1, qui dit rapide à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence, gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test. Alors il y a quelques différences entre les cartes. Apprendre de ses erreurs coûte 1 de moins. Il coûte même 0. Apprendre de ses erreurs a un icône libre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le défausser pour l'attribuer un test. Chanceux, c'est quand vous devriez rater, vous gagnez plus 2. Chanceux, c'est la carte que vous jouez quand vous avez échoué de 1 ou de 2. Comme ça, après chanceux, vous réussissez de 0 ou de 1. Mais si vous si vous ratez votre test de 3 ou 4, chanceux ne vous sert à rien. Apprendre de ses erreurs, vous finissez d'échouer au test, éventuellement vous prenez tous les malus à cause de l'échec au test, et vous pouvez refaire le test sans dépenser une nouvelle action. C'est-à-dire que si vous êtes à 2 au-dessus de la difficulté du test, par exemple, que vous piochez un -5, chanceux ne vous fait rien, vous allez quand même devoir recommencer le test.
Si maintenant vous êtes à 2 au-dessus de la difficulté du test, par exemple pour des bonus statiques, disons votre caractéristique de base est au niveau de la difficulté du test, vous donnez plus 2. Vous faites le test, vous le ratez, vous utilisez apprendre de ses erreurs, même si vous avez raté le test de 5, ça marche quand même, vous refaites le test mais avec plus 2 en compétences, vous êtes de nouveau à 2 par rapport à la difficulté du test. Petite chose, chanceux a le trait chance, Rex Murphy ne peut pas le jouer. Il peut jouer apprendre de ses erreurs. Il me semblait que je voulais dire un autre truc. Non, je pense pas. Alors apprendre de ses erreurs ou chanceux, lequel est le plus intéressant? Ça dépend. Si vous aimez bien cette mécanique, je rate de peu, mais au final j'ai pas raté, vous pouvez mettre les deux. Si vous jouez en caché son jeu, apprendre de ses erreurs est gratuit. Avec des difficultés plus élevées, moi je pense qu'apprendre de ses erreurs est mieux. Difficulté plus élevée, vous avez un -8 par exemple. Vous piochez le -8, chanceux vous sauve pas. Vous piochez le -8, vous jouez à apprendre de ses erreurs. Maintenant vous avez plus 2, vous piocherez peut-être le +4, mais vous aurez au moins votre +2. Un -4, pardon. Donc à difficulté élevée, le sac est plus hasardeux parce qu'on passe de modificateurs de +1 à -4 à des modificateurs qui vont de 0 à -8. Donc le test que vous avez raté parce que vous avez pioché le pire modificateur négatif, vous le refaites avec un bonus et vous avez des chances de réussir. Et oui, l'icône ça va servir dans tous les decks qui attribuent beaucoup de cartes à des tests. Genre deck Wendy avec quasiment que des événements. Autre carte survivant intéressante. Garder courage, c'est une compétence de niveau 0 qui n'a pas d'icône. 1 attribué par test de compétence au maximum. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. C'est du gain de tempo. Vous gagnez des ressources pour jouer des soutiens, pour jouer des événements chers. Vous piochez des cartes pour atteindre les cartes les plus efficaces de votre deck. Tout ce que vous avez à faire, c'est échouer un test. Alors le test qu'on peut toujours faire, c'est l'enquête, donc sur l'intelligence. Mais si vous n'êtes pas certain de rater, dans le salaire du péché, il y a la carte partir perdant. C'est un soutien de niveau 0 qui dit réaction. Quand vous initiez un test de compétence, inclinez partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Donc vous avez un test, il est dur mais pas infaisable. Vous utilisez partir perdant pour augmenter sa difficulté de 2, vous prenez 2 ressources ou une carte, vous jouez garder courage, vous ratez votre test, vous gagnez 2 ressources et 2 cartes. Donc une action pour jouer partir perdant, une action pour faire le test, typiquement une enquête, c'est le test qu'on peut toujours faire, mais ça pourrait être aussi une tentative d'évasion sur un ennemi. Vous attribuez garder courage, vous ratez, vous avez carte et ou ressources. Carte et ressources. 3 et 2 ou 2 et 4 de mémoire. Si vous partez du principe qu'en début de partie, vous allez échouer, la combinaison des deux est géniale. Vous avez échoué à votre test, vous récupérez de quoi réussir votre prochain test. Ce sont des cartes qui rentreront pas dans des decks dans lesquels le principe c'est quand même de gagner. Garder courage plus partir perdant, c'est vraiment l'idée. Je suis capable de rien en début de partie tant que j'ai pas mes ressources et mes cartes. Je profite du fait que je rate mes tests pour récupérer cartes et ressources. Partir perdant, moi je l'inclus dans certains decks, pas tous. Le deck dans lequel ça va le mieux, c'est quand même Calvin White qui lui rate tout en début de partie. Carte suivante, envers et contre tout. C'est un événement de niveau 2 qui coûte 2. Un icône de volonté, un icône de force, un icône d'agilité. Esprit, rapide à jouer quand vous effectuez un test de compétence dont la difficulté est supérieure à votre valeur de compétence de base. Révélez X pions chaos supplémentaires pour ce test. Choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres. X, c'est la différence entre la difficulté du test et votre valeur de compétence de base. Voilà. Vous faites votre test, vous payez 2, vous jouez ça. Si la difficulté est supérieure de 1 à votre valeur, vous piochez un deuxième jeton, vous choisissez celui que vous révélez. Déjà, ça vous affranchit de l'échec automatique. Mais ça ne veut pas dire que vous avez réussi votre action. Si la difficulté est plus forte et plus élevée de 2, vous piochez 3 jetons. Si elle est plus élevée de 3, vous piochez 4. Voilà, le principe. Évidemment, une carte qui marche super bien avec Calvin White, parce que Calvin White, ses compétences de base sont toujours à 0, vu que c'est ce qui est imprimé sur sa carte. Donc, Calvin White, il fait un test à difficulté N, il joue
envers et contre tout. Ouais, c'est bien ça, envers et contre tout. Comme la difficulté est n et que lui, de valeur de base, il a 0, il réussit avec une différence de n. Et il prend le jeton qu'il veut dans le sac du chaos quasiment. Bon, cette vidéo m'inspire pas des masses. Carte neutre, l'imperméable, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de corps, objet, vêtements. Vous gagnez plus en agilité lors des tentatives d'évasion. Et ça a 2 points de santé. Alors ça coûte 3, c'est pas rien 3. Ça donne 2 de santé alors que le manteau de cuir donne déjà 2 pour 0. Plus 1 d'agilité durant les tentatives d'évasion. Ouais, ça serait bien d'avoir plus 1 en permanence, y compris pour lutter contre le deck de rencontre. Ça coûte 3. 3 c'est aussi le coût des chaussures de course. Les chaussures de course, elles donnent plus 1 d'agilité en permanence. Autre chose, les chaussures de course, après vous êtes déplacé mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez chaussures de course, effectuez un test d'agilité de 3. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Donc les chaussures de course font avancer de 2 lieux en une action. Imperméable, non. L'imperméable occupe un emplacement de corps. Qu'est-ce qu'il y a un emplacement de corps ? Il y a l'armure des Ardennes, il y a bandoulière niveau 2, manteau de cuir, gilet pare-balles, imperméable, sac à dos, tenue élégante. Donc il entre clairement en compétition avec le manteau de cuir pour les survivants. Chez les gardiens, il entre en compétition avec la bandoulière, qui est quand même bien pratique. Mais dans les autres classes, il entre pas en compétition avec quoi que ce soit. Si. Il entre en compétition avec le gilet pare-balles de niveau 3 et le sac à dos. J'ai jamais joué l'imperméable, Si je joue de l'évasion, j'ai mieux, par exemple les chaussures de course. Si je joue pas de l'évasion, en général je combats. Carte suivante, l'arc décoré. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 4, qui occupe les 2 mains. Trait, objet, relique, arme à distance. Utilisation une munition, limite de une munition sur l'arc. Action dépenser une munition, combattre. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force. Vous gagnez plus 2 d'agilité, infligez plus de dégâts pour cette attaque. Action, vous encochez une nouvelle flèche, placez une munition sur l'arc décoré. Du coup, vous combattez à agilité plus 2. Vous infligez dégâts plus 2, donc 3 dégâts en un tir, c'est bien. Par contre, il y a le problème de devoir réencocher les flèches, qui fait que, vous pouvez pas déclencher plusieurs tirs de suite, ce qui minimise les bonus qu'on peut vouloir donner aux tireurs. Et, j'ai perdu le fil de ma phrase, le deuxième aspect, c'est que, en fait, pour chaque action de tir, il y a une action de recharge, donc vous faites 3 dégâts d'un coup, oui, mais ensuite, vous faites une action purement de rechargement, une action d'attaque. Donc vous faites 3 dégâts sur deux actions. À moins de le recharger, par exemple avec l'aventurier. Comme c'est une action rapide, vous pouvez faire tir, recharger avec l'aventurier, tir, l'ennemi est mort, et maintenant j'effectue ma 3e action pour recharger mon arc. Fin de mon tour, l'aventurier se redresse, tour suivant, je fais la même chose. Voilà. Alors, quels sont les investigateurs pour qui cette arme est bonne ? Ursula Dawns, elle a 1 de force et 4 d'agilité. Donc elle attaque à 6 pour faire 3 dégâts d'un coup. Très bien. Rita Young, elle a 3 de force et 5 d'agilité. Combat à 7. Silas Marsh, 4 de force, 4 d'agilité. Wendy Adams, 1 de force, 4 d'agilité. Finn Edwards, 3 de force, 4 d'agilité. Séphina Rousseau, 2 de force, 4 d'agilité. Donc pour tous ces investigateurs, l'arc, c'est au moins aussi bien en chance de toucher et plus de dégâts qu'avec une arme qui utilise la force. Mais 1, il faudra recharger, et 2, ça prend les 2 mains. Alors les chercheurs, comme Ursula Dawns, peuvent jouer le docteur Eli Horowitz, soutien niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a 1 point de vie, 2 points de santé mentale, qui a les traits allié et assistant. Réaction après que le docteur Eli Horowitz est entré en jeu, cherchez un soutien relique parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attachez-le lui, mélangez votre deck. Aucun soutien relique n'occupe d'emplacement. Enfin, aucun soutien relique attaché au docteur Eli Horowitz. C'est-à-dire que vous la jouez, vous allez chercher votre arc et vous n'avez même pas les 2 mains prises par l'arc. C'est très intéressant. Voilà, j'ai fini le pack. Alors, j'espère que j'ai pas donné l'impression d'être aussi hésitant que ce qui m'a semblé. On va faire un petit récapitulatif. Intrépide, c'est trop circonstanciel, je l'ai jamais joué. Munitions personnalisées, c'est intéressant dès que vous avez des armes à feu et ou plein d'ennemis monstres.
Alors faudra voir par rapport aux autres cartes, que ce soit contrebande ou munitions personnalisées, faudra voir si 2 munitions en plus ça vous suffit, si vous préférez les doubler, en mettre 3, est-ce que vous voulez avant tout le bonus d'attaque, choses comme ça. Boussole surnaturelle, c'est vous l'inclinez, donc une fois par tour, vous diminuez de 1, 2, rarement plus, la valeur occulte de votre lieu. Je ne le mets que dans un seul type de deck, le deck Roland Banks ou Joe Diamond solo, qui utilise bien préparé. Ouais, bien préparé. Révéler le point faible. C'est une carte à utiliser en combo. Vous diminuez la valeur de combat de l'ennemi à 0, puis vous faites une grosse attaque. Je suis pas convaincu. Peut-être un exemplaire dans un deck de chercheur solo, parce que le chercheur n'aura pas énormément de solutions de combat, et qui utilisera ça sur l'ennemi final pour pouvoir réussir à placer quand même 1 ou 2 coups. Lola Santiago, elle est géniale. Elle vous booste 2 compétences utiles, simultanément, pas comme si elle vous boostait le combat et l'évasion. Là, si elle vous booste l'intelligence, pour que vous réussissiez mieux vos enquêtes, l'agilité, pour pouvoir échapper aux ennemis, et tant que vous avez des sous pour payer, elle vous trouve des indices sans test et sans action. Olive McBride, vous révélez 3 jetons au lieu d'un, vous en résolvez 2. Ça peut être très bon avec Père Matteo, pour la plupart des investigateurs, c'est du gâchis. Vous risquez de piocher par exemple un -3 et un -4, alors que vous êtes qu'à 3 au-dessus de la difficulté. Défiance de niveau 2. Vous vous donnez plus un test et vous ignorez tous les symboles, crâne, cultistes, tablettes et choses anciennes. Donc c'est vraiment un gros boost, ça annule pas mal de jetons. Oui, ça booste vos chances quoi. Oui, donc défiance de niveau 2, c'est très bon. Ça peut... Comme toujours, faut voir quel est le test, mais ça peut significativement augmenter vos chances de réussite. Prémonition, vous sortez un jeton du sac du chaos et vous savez que c'est le prochain que vous résoudrez. Donc vous faites votre action en conséquence. Si le jeton vous permet de réussir votre attaque, vous faites votre attaque. Si il vous garantit l'échec de l'attaque, surtout si l'attaque utilise des charges, vous faites autre chose à la place, par exemple une tentative d'évasion. Oui, donc prémonition, pas prendre de malus si vous jouez un sort et que vous révélez un jeton spécial, chose comme ça. Alors, apprendre de ses erreurs, le test est raté, vous le refaites avec plus d'1 en compétences de base. Ou alors vous attribuez cette carte pour un icône libre. Donc entre apprendre de ses erreurs et chanceux, faudra voir le style du deck, est-ce que vous voudrez attribuer les cartes ou pas, est-ce que vous les défausserez pour acculer, est-ce que vous voulez refaire le test. Par exemple Calvin, chaque fois qu'il fait un test, il peut se prendre des dégâts ou des horreurs en plus selon le type de test, et donc se renforcer. Plein de choses à considérer en fonction du type de deck. Gardez courage. Vous attribuez ça à un test, si vous le ratez, plus de cartes, plus de ressources. C'est génial dans un deck survivant qui met du temps à démarrer. Ça vous permet de démarrer plus vite, notamment en récupérant les cartes dont vous avez besoin. Évidemment, ça va pas dans tous les types de decks. Il y a des decks où dès la première action, on essaie d'avancer vers une fin positive au scénario. Envers et contre tout, c'est encore une carte, j'en ai parlé dans je sais plus quelle vidéo, peut-être encore Calvin. C'est une carte qui tire avantage du fait que vous faites des tests qui sont à une difficulté plus élevée que votre valeur de compétence de base. Plus l'écart est élevé, plus vous avez un bonus et donc une chance de réussite. Là en l'occurrence, vous choisissez un jeton parmi X, X étant l'écart. Donc 1 parmi 2, 1 parmi 3, etc., etc. Encore une carte pour laquelle je dois faire des tests de probabilité. Imperméable, plus 2 en vie comme un manteau de cuir, plus 1 en évasion comme les chaussures de course. Ouais, il coûte 3, son seul avantage c'est qu'il est neutre, donc il peut être inclus dans tous les decks. Et enfin, arc décoré, une arme à 2 mains qui attaque à agilité plus 2, qui inflige plus de dégâts. Ça va être très bien pour les investigateurs qui ont beaucoup d'agilité, pour faire les dégâts 3 par 3, par contre il faut réencocher, vous pouvez prendre une attaque d'opportunité pendant ce temps-là. Ça occupe les 2 mains, vous pouvez pas avoir en même temps une lampe torche si vous n'avez pas de bandoulière. C'est assez contraignant. Donc ça peut entrer par exemple dans un deck Wendy qui joue beaucoup d'événements, donc elle a pas besoin de beaucoup d'autres soutiens. Ça peut entrer dans un deck de chercheurs qui utilise le Dr Eli Horowitz pour récupérer la carte et pas compter les emplacements de main, etc., etc. Voilà, fin du pack, j'espère que ça n'a pas été trop pénible à suivre, moi j'étais agacé par 2 redémarrages, ça marchait pas, un peu de bruit dehors, donc j'espère que mon discours sera pas trop décousu. Alors cette vidéo, elle sort, que je dise pas de bêtises,
Aujourd'hui on est le 1er octobre, cette vidéo-là je la mets en ligne le 9 octobre. Je mets en ligne aussi la Cité des Archives, ça c'est pour le 9, les deux. J'ai prévu le 23 de faire les 3 boîtes de renouveau, s'il y a une traduction pour la 3e qui est proposée. Et ça veut dire le 23... Moi j'avais pas fait mon planning sur tout le mois, j'avais complètement oublié qu'il y avait le 30 octobre. Bon, 30 octobre je sais pas ce que je fais. 6 octobre, je fais les 2 derniers packs. Bon, si tout se passe bien, je fais les 2 derniers packs de cette campagne. Et encore 2 semaines plus tard, ça veut dire que le 20 novembre, je commence le déballage des Dévoreurs de Rêves. 2 mois après sa sortie, ça fait un petit peu tard, je vais peut-être essayer de le faire plus tôt. Mais d'un autre côté, si je le fais plus tard, il y a des chances pour que j'ai pu faire au moins une tentative de partie avec chaque investigateur. On verra. Parce que si je fais le 20 octobre je fais 2 classes, le 20 novembre je fais 2 classes, enfin je mets en ligne 2 classes, le 4 décembre je mets en ligne les 2 dernières classes, et je finis le 18 décembre la boîte. Ouais, on verra. On verra. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le rythme n'a pas été trop lent. Moi je manquais de café, je me suis un peu endormi devant mon ordi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.